Il suffit parfois d'un court moment pour que dans une vie tout bascule. C'est ce qui s'est passé pour Judicaël Hirel, notre confrère du Figaro Magazine, agressé dans un couloir de métro alors qu'il tentait de porter secours à une jeune femme. Regardez. Bonjour Judicaël Hirel. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro. C'est des images de vous d'ailleurs qu'on voyait juste à l'instant sur l'écran. Vous êtes l'auteur de ce livre que j'ai dans les mains et qu'on va montrer à l'écran. Ça s'appelle Concorde rouge dans la peau d'une victime d'agression et c'est paru aux éditions du Cherche Midi. Vous commencez dans ce livre par raconter ce qui vous est arrivé. C'était un 13 novembre 2017. Un autre 13 novembre, vous dites dans votre livre. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Je rentrais du bureau tout simplement, donc c'est quelque chose que tout le monde fait tous les jours. Quelques millions de personnes rentrent du bureau tous les jours en prenant les transports en commun. Et en l'occurrence, quand on est à Paris, on prend généralement le métro. Quand on traverse Paris dans un sens et dans l'autre 2 fois par jour. Donc c'est quelque chose d'une banalité totale. Je prenais le métro, ma correspondance. À Paris, on est toujours un petit peu stressé, un peu speed. Il faut toujours courir. Donc du coup, je me mettais dans les premières voitures pour avoir moins de distance sur le quai, pour gagner 2 minutes pour la correspondance, parce qu'on est un petit peu stressé quand même. Et en sortant du métro... à la station Concorde. Station Concorde, entre les lignes Ballard et Château de Vincennes, une grande correspondance au centre de Paris finalement. Je descends du métro, devant moi, dans la première rame, il y avait un homme que j'avais déjà vu dans la rame, qui n'était pas très très frais, avec sa bouteille de bière à la main, qui se parlait tout seul, alors qu'il n'y avait pas la foule. Et une autre jeune femme qui montait devant. Et finalement, les 3 premiers à descendre de la rame de métro et à monter ce grand escalier pour aller prendre telle ou telle correspondance. Et puis là, je vois cet homme juste derrière la jeune femme, regarder ostensiblement ses fesses, il faut être clair, vraiment lourdement. Ça, on voyait bien que ce qu'il regardait n'était pas l'escalier. Et mettre une grande main aux fesses à cette jeune femme qui n'avait rien demandé, qui rentrait du bureau elle aussi. Donc évidemment, moi je vois ça juste derrière. Elle enlève ses écouteurs, elle se met à protester. Lui, encore plus stupide, dire qu'il n'a rien fait et commencer à s'en prendre un petit peu à elle, juste dans un angle du couloir. Donc ça pouvait très mal se passer très très vite, parce que franchement, quelqu'un qui agresse comme ça, qui a une grande bouteille d'alcool à la main, franchement, il y a assez peu de chances que ça finisse bien. Et vous êtes intervenu à ce moment-là ? Donc je préfère intervenir à ce moment-là en me disant, je ne vais pas attendre qu'elle se fasse frapper, parce que j'ai l'impression que ça allait se passer comme ça. Il valait mieux juste avant intervenir. Et donc je suis allé voir cette demoiselle, demander si ça allait. J'ai dit directement à ce type qui savait très bien ce qu'il avait fait, qu'on allait en rester là. Et je suis parti avec la jeune femme un petit peu calmement, en l'exfiltrant, en refusant de me battre avec lui, parce que lui tout de suite posait sa bouteille, il disait tu veux te battre, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas très en forme dans sa tête, on va dire, ou drogué en plus d'être ivre, mais en tout cas agressif. Donc j'ai refusé de me battre, je suis parti avec elle, et puis voilà. Pour moi, c'était affaire classée. Après, il y a un long couloir tout droit qui traverse l'ensemble du sous-sol de la place de la Concorde. Vraiment interminable. J'y repasse régulièrement. Et j'ai pensé que c'était fini. Et j'allais donner ma carte de visite à cette jeune femme pour lui laisser mes coordonnées pour qu'éventuellement elle porte plainte, ce qui me paraissait assez logique. Et ce que je ne savais pas, et je l'ai appris par la suite, c'est que ce type s'était dissimulé dans un des couloirs latéraux du métro, avait mis sa capuche. Il était revenu derrière moi, et donc il arrivait derrière moi en sautant. Il m'a envoyé un grand coup de poing dans la tempe sur le côté de la tête avec sa bouteille et son poing. Donc il m'a mis KO directement, il m'a explosé la tempe au sens propre. Donc après je ne me rappelle de rien, j'ai juste eu... La seule chose dont je me rappelle, c'est d'avoir vu rouge et d'avoir vu noir, comme dans un jeu vidéo. Vous voyez, l'écran s'éteint et game over. Alors concrètement, votre agresseur a continué à ce moment-là à s'acharner sur vous. Littéralement explosé la tête à coups de pied. La jeune femme est également intervenue pour éviter finalement qu'il vous prenne la vie. Oui, c'est jeté sur moi de façon à me protéger. C'est pris des coups dans le dos, des coups de pied elle aussi en appelant au secours. Évidemment, personne n'est intervenu. Mais en revanche, le fait qu'elle crie et qu'elle me protège a évité que je prenne quelques coups de pied en plus parce qu'on ne serait pas là pour en parler. Et a permis de le mettre en fuite. Parce que du coup, il a réalisé quelque chose et il est parti en courant. Alors après, tout de même, vous avez repris conscience quelques
quelques minutes plus tard. Sur le moment, vous le racontez dans votre livre, vous n'avez pas du tout conscience de la gravité de votre agression. Absolument. Vous arrivez à l'hôpital, alors vous êtes effectivement bien amoché, mais vous continuez à noter tout ce qui se passe autour de vous. Oui, c'est peut-être un réflexe journalistique, une distanciation philosophique à l'objet. On va dire, on vit quelque chose et en même temps on l'observe. Donc c'est assez paradoxal. Il y a un dédoublement de personnalité, puis c'est quand même pas très réaliste tout ça. J'étais un peu KO, j'étais pas très en forme, mais je pense que le cerveau inconsciemment continue à fonctionner et à tout enregistrer en mode automatique. Vous avez gardé des séquelles de votre agression, Judica Lirel? Oui, quand même. La partie gauche du visage, même si tout était bien fait, puisqu'on a mis sous ma peau en fait une petite plaque de métal qui permettent de tenir les os en place. Donc ils se sont ressoudés depuis, donc ça va très bien. Mais mon crâne n'a jamais été aussi solide. Mais à l'époque, il fallait le faire tenir en place pour éviter que ça retombe par la suite. Et on montre les photos de... Et donc du coup, toute la partie crâne. gauche du visage oscille entre n'importe quoi et rien du tout. Donc entre le fait de ne pas avoir de sensation, comme pour les lèvres ou pour le côté du nez, ou le fait de lancer pour les autres parties, parce que les nerfs envoient des mauvais messages. Donc c'est un juste milieu entre rage de dents et gueule de bois permanente. Judica Lirel, votre agresseur, il n'a jamais été retrouvé. Jamais. Il court toujours. Jamais. Il s'est enfui en courant. Quelques hommes ont cherché à l'attraper, mais ils lui ont échappé. Il lui a échappé, pardon. Et après, on l'a jamais revu et il n'a jamais été retrouvé. Il a été assez peu cherché, pour être sincère. Ma plainte a été classée très rapidement. Je suis passé à la police pour chercher à l'identifier dans les fichiers, parce qu'on regarde, vous savez, comme dans les séries télé, sur un écran, toutes les photos. J'ai reconnu personne, donc à partir de là, c'est plainte contre X, merci, au revoir. C'est mon seul regret de cette histoire, pour être sincère, c'est que cet homme qui est dangereux, foncièrement dangereux, puisqu'en quelques minutes il a agressé une femme puis moi-même, est en liberté. Je me suis toujours demandé ce qu'il avait pu faire de pire ou d'autre depuis. Alors vous parlez aussi dans votre livre de la RATP. Vous n'avez jamais, alors ça paraît complètement dingue, vous n'avez jamais été recontacté depuis votre agression par les services de la RATP. Vous les avez contactés, vous n'avez jamais eu de retour. Je les ai contactés après. Plus récemment, j'ai contacté leur service communication pour savoir pourquoi en tant qu'usager, j'avais jamais eu de retour. J'attends toujours la réponse aussi sur ce point-là. Mais c'est vrai que quand je me suis réveillé dans ce couloir de métro, il y a des gens qui se sont occupés de moi, qui ont été adorables évidemment. Il y a très vite 2 agents RATP qui sont arrivés, puis 2 policiers, puis 2 pompiers. Tout va par 2, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Mais les 2 agents de la RATP, je m'en rappelle très bien, parce que j'étais quand même bien sonné. Quand on sort d'un chaos comme ça, on n'est pas vraiment en forme. Me demandaient mon nom et mon numéro de téléphone, ce que j'ai réussi à donner finalement. Et je ne sais toujours pas pourquoi, au bout de 5 ans. Parce que je n'ai jamais eu un coup de fil pour me demander comment ça allait, pour m'orienter vers une association des 2 victimes, vers un psychologue, quelque chose. Et en discutant autour de moi, puisque beaucoup de gens sont venus me raconter leur propre agression depuis, c'est le genre de choses qui libèrent la parole, je ne connais pas une personne qui a été recontactée par la RATP après s'être fait agresser. Donc à quoi bon prendre nos coordonnées? Je ne sais pas. Alors pareil, vous expliquez votre incompréhension. On est dans le métro, a priori il y a des caméras de surveillance dans le métro, sauf que ces images, pareil, elles n'ont jamais pu être exploitées. Alors elles ont été très brièvement exploitées, mais franchement, prenez votre smartphone quand vous assistez à une agression, prenez une photo, une petite vidéo, ça sera 10 000 fois meilleur que ce que j'ai pu voir comme extraction de la bande vidéo de la caméra. Parce que les caméras sont sans doute pas toutes récentes, elles sont protégées par une vitre assez épaisse, elles sont en général placées sur un point haut. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai vu de mon agresseur, c'est une mauvaise image floue de quelqu'un portant une capuche. Je vous défie quiconque de reconnaître qui que ce soit. Mais en plus, le pire, c'est que ces images, de toute façon, ne sont pas conservées. Ça rappelle un petit peu les Anglais du Stade de France d'une affaire plus récente. Mais quand je me suis renseigné... la finale de la Ligue des Champions. Moi, j'ai porté plainte, étant juriste de formation. Le lendemain de mon agression, je suis allé avec mes factures au visage dans un commissariat porter plainte parce que je savais que ça permettait de conserver toute preuve utile. Bon, ça, je l'ai fait. En vain, mais je l'ai fait quand même. Mais quand j'ai contacté la RATP sur cette question de vidéo, on m'a appris 2 versions différentes. Une première version, on m'a dit que pour des raisons de protection de la vie privée et de CNIL, on ne pouvait pas garder les vidéos plus de 48 heures. Et une autre fois, on m'a répondu qu'on n'avait pas les capacités de stockage pour garder les images. Donc, je ne sais pas quelle est la vraie version. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'au-delà de quelques jours, les images sont détruites. Et ça, c'est quand même assez dingue. Parce que finalement, ça serait très simple, et c'est un des buts de ce livre que j'ai écrit, ça serait très simple de décider qu'une régie de transport, qu'elle soit parisienne ou autre, quand elle constate une agression dans ses locaux, dans ses murs, garde par anticipation les images vidéo à disposition de la justice si plus tard la victime porte plainte. Alors que là, il faut que je porte plainte, que la police réquisitionne les images et après
elles sont conservées. C'est ce que nous dit Christian Léon sur lefigaro.fr. Le métro parisien a investi des milliers d'euros dans des caméras de surveillance, mais qui visiblement ne servent à rien. C'est un petit peu le constat que vous avez fait. Alors dans votre livre, Julie Calirel, vous tentez de prendre de la hauteur aussi. Vous revenez sur l'idée de sentiment d'insécurité. Alors ce n'est pas un sentiment qui a fait de moi une gueule cassée, c'est ce que vous dites. Vous reprenez les chiffres. 2000 agressions par jour, ce sont des chiffres de l'INSEE du premier semestre 2021. Ces chiffres, ils sont énormes. Il y a votre agression aussi qui témoigne de la violence qu'on peut vivre au quotidien dans les transports en général en France. Pourtant, on a l'impression que tout le monde regarde ailleurs. C'est très paradoxal, effectivement, parce que c'est une sorte de violence à bas bruit, d'insécurité à bas bruit. On a un petit peu mis ça sous la moquette, j'ai l'impression. Si on se concentre uniquement sur les agressions dans les transports en commun, c'est celles pour lesquelles je me passionne pour des raisons évidentes, c'est en gros 130 000, 140 000 plaintes par an pour des vols, des volets avec violence, des agressions sexuelles. Sur l'ensemble du territoire français. Sur l'ensemble du territoire français, ce qui en moyenne représente quand même 350 personnes par jour. C'est comme si un avion de ligne, un Airbus, se faisait agresser chaque jour. Sauf que ce n'est pas un Airbus, c'est une personne, puis une personne, puis une personne. Et ça, ce sont les plaintes qui sont déposées. Voilà. Vous dites aussi que toute une série de plaintes ne sont probablement même pas déposées et donc sont complètement invisibles. Je découvre encore hier une statistique sur le fait que pour les agressions sexuelles hors du contexte familial, il y a à peu près 10% des personnes qui portent plainte. Or là, on voit déjà que dans les transports en commun, il y a une progression constante des agressions sexuelles contre les femmes, qui évidemment, c'est 94% des victimes féminines dans ce type d'agression, et que dans ces femmes qui sont en première ligne de l'insécurité dans les transports en commun, qui ont vraiment peur de prendre les transports au quotidien, il y a de plus en plus de jeunes femmes à être agressées, moins de 25 ans, et même de plus en plus de mineurs, 40% sont des mineurs. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne expérience pour commencer sa vie dans la cité que de penser que l'on va se faire agresser par un prédateur ou un malade dans les transports ? Ça me paraît strictement inacceptable en 2023, et c'est vraiment la colère principale qui a porté la rédaction de ce livre. Je suis peut-être trop féministe ou respectueux des femmes, je ne sais pas, mais je ne comprends pas qu'on se contente d'accepter que ça puisse exister, qu'au quotidien, dans la charge mentale globale des femmes, comme on l'appelle aujourd'hui, il y a cette couche sur « je dois faire attention à ne pas me faire agresser ». C'est marquant, vous racontez que depuis que vous témoignez de votre histoire, vous avez énormément de femmes dans votre entourage familial, mais pas que, qui viennent vous parler, qui vous disent, qui vous racontent les agressions qu'elles ont vécues depuis des années. Vous dites, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Ah, mais j'étais en colère contre moi-même. À 45 ans, je ne m'étais jamais rendu compte que dans les transports en commun, les femmes avaient peur de prendre les transports. Parce que moi, effectivement, je suis 1m80, j'ai une formation d'officier, j'ai fait les arts martiaux, je suis calme de nature, j'ai jamais ressenti cette crainte, et je ne l'ai toujours pas d'ailleurs. En revanche, une femme va devoir y penser d'emblée. Une étudiante qui s'installe sur Paris devra réfléchir à où est-ce qu'elle s'installe pour que la ligne de métro soit sûre pour se rendre à sa faculté. Une femme va faire attention à ne pas mettre de talons pour ne pas faire clac-clac dans les couloirs pour ne pas attirer l'attention. Une autre va baisser les yeux. Beaucoup d'autres me disent qu'elles ne prennent tout simplement pas le métro. Elles vont prendre la voiture, elles vont prendre le vélo, mais vont éviter le métro. Il y a une enquête qui est sortie de la région parisienne qui dit que 5% des femmes ont renoncé à prendre les transports en commun par peur de se faire agresser. Déjà énorme. Vous avez rencontré un haut gradé, un policier. Il vous a dit une phrase qui vous a mis hors de vous, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Il vous a dit, d'habitude, personne n'intervient jamais dans ce genre de situation. Cette phrase, elle vous a mis énormément en colère. Pour quelle raison ? C'est vrai que c'est un concentré de colère, ce livre, finalement, que ça fait du bien de l'écrire aussi pour être un peu moins en colère. C'était le préfet de police du Val-de-Marne, parce que la maire de ma ville a eu la gentillesse de proposer qu'on me remette une médaille en disant que j'étais un héros. Que je ne considère pas d'ailleurs, toujours pas. J'ai fait ce que j'avais à faire à un moment précis et je ferai exactement la même chose et ça ne me paraît pas négociable, mais je ne me vis pas comme un héros. Les héros, c'est les policiers, les gendarmes, les gens qui mettent tous les jours leur vie en danger. On l'a encore vu avec des policiers dans le Nord ces derniers jours. Mais en fait, ça m'a mis en colère d'être considéré comme un héros parce que j'étais le seul à faire ce qui devrait être fait par tout le monde. C'est-à-dire intervenir quand on voit une personne, et notamment une femme, se faire agresser. Pour moi, c'est normal, ça tombe sous le sens, c'est pas négociable. Et là, un préfet de police me dit « On vous décore parce que vous êtes un des seuls à intervenir, jamais personne n'intervient. » Et c'est vrai que lors de la remise de ces décorations, qui est la médaille pour acte de courage et dévouement, à laquelle je tiens beaucoup, parce que je sais à quel point policiers, gendarmes ou pompiers tiennent à l'avoir et les conditions dans lesquelles ils l'ont, on était 2 civils parmi des dizaines de policiers à être décorés, tous les deux pour être intervenus sur une agression sur une femme. Et là, on se dit « Oui, effectivement, il y a quand même un problème. » Certes, on peut se faire blesser. Ça m'est arrivé une fois sur X fois où je me mêle poliment de ce qui peut se passer autour de moi, parce que j'ai jamais cherché la bagarre et c'est pas mon style, je ne le ferai pas. Mais c'est un risque qui vaut le coup d'être pris, je pense. C'est pas négociable. C'est une règle de vivre ensemble. À mes yeux, il appartient à chacun de penser à tous. Si on commence à accepter que la peur prenne le dessus, se dire je suis trop pressé, je vais pas regarder, on sait jamais, l'agresseur a déjà gagné avant d'agresser finalement. C'est quand même dommage.
Et en même temps, Judicaël Hirel, vous décrivez bien à quel point, une fois que vous avez été agressé, personne n'a répondu. On parlait de la RATP tout à l'heure, mais ça a mis 3 ans pour que vous puissiez avoir une expertise judiciaire de ce qui vous était arrivé. Vous dites que dans votre livre qu'un des risques, c'est de voir à force les citoyens vouloir se faire justice eux-mêmes. J'ai un peu peur de ça, effectivement, oui. J'ai l'impression, et on le voit, ça commence à apparaître dans certains faits divers au quotidien, qu'à partir du moment où on se dit qu'on ne va pas être assez défendu, qu'il y a de plus en plus d'agresseurs, que la justice ne va pas automatiquement les mettre en prison ou autre, tout ça s'additionne finalement. Des gens vont être tentés d'être armés, d'avoir une bombe sur eux, d'avoir un couteau, de faire une justice punitive, d'en régler leur compte eux-mêmes. Et là, on sort des limites d'une société civilisée. Vous revenez aussi dans votre livre, dans l'un des chapitres, sur la condition de victime. Alors vous dites, il faut faire avec, et en même temps, vous-même, vous refusez de vous considérer comme une victime. Oui. Pour quelle raison ? Je pense que je suis un horrible têtu breton et que je n'accepte pas de subir quelque chose que je n'ai pas choisi. Donc je n'ai pas choisi d'être une victime, ça m'est tombé dessus, même si, contrairement à la plupart des victimes, je sais pourquoi ça m'est arrivé, ce qui m'évite de gamberger trop, j'étais pas là au mauvais endroit au mauvais moment. Quand on se fait agresser et qu'on n'a rien demandé à personne, vraiment c'est injuste. Moi je sais que j'ai été agressé en défendant quelqu'un, donc du coup sur ça je suis apaisé. Mais en revanche, c'est vrai que je n'ai pas choisi d'être une victime, je n'ai pas choisi de le rester, mais pourtant je vais le rester ad vitam. Donc je déteste subir les choses, j'aime bien garder une certaine marge de choix, je pense comme tout le monde. Judicaël Hirel, vous avez repris, alors c'est pas un grand secret, hein, même si c'est dans votre livre, mais sans aller dans le détail bien sûr pour ceux qui le découvriraient plus tard, mais vous avez repris contact avec la jeune femme que vous avez défendue dans le métro. Oui. Vous avez pu échanger après sur ce qui vous était arrivé. Vous étiez pas parlé dans l'intervalle ? Non, bon, le Covid était passé par là, il faut dire. La pandémie a un petit peu mis tout le monde à l'écart de tout le monde pendant un bon moment, donc déjà ça relativise le temps qu'on a mis à se recroiser. Mais bêtement, quand j'ai été agressé, elle avait voulu m'accompagner aux urgences et ça lui a été interdit et on n'a pas voulu lui donner ses coordonnées parce qu'elle n'était pas de la famille et que vu les circonstances, on disait que je risquais de lui en vouloir. Donc j'ai appris ça en discutant avec elle, c'était une des choses que je voulais savoir, et j'ai regretté beaucoup finalement ce temps perdu et qu'on ne l'ait pas simplement laissé m'accompagner, parce qu'on avait un lien particulier à ce sujet. Mais je tenais à la revoir pour être sûr qu'elle ne s'en voulait pas de ce qui m'était arrivé. Parce que moi je ne lui en veux pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on en voudrait une victime ? C'est les agresseurs les coupables. Et le vrai souci c'est que souvent les victimes d'agression se sentent coupables de s'être fait agresser. Donc je voulais savoir si elle le vivait bien. Elle m'a quand même vu me faire quasiment tuer à côté d'elle. C'est pas un spectacle très agréable, sincèrement. Moi, ça va, je me rappelle pas, j'étais KO. Donc je me rappelle de rien. Et j'étais ravi de la revoir et j'ai été ravi d'apprendre à cette occasion-là et un peu triste aussi que finalement c'est elle qui m'a sauvé la vie et pas l'inverse. Parce que si elle ne m'avait pas protégé, les 1 ou 2 coups de pied en plus que j'aurais eu dans la tête auraient suffi à me tuer. Le nombre d'agressions dans le transport en commun, Judicaël, il reste très important, pas qu'à Paris, d'ailleurs pas partout en France, vous le rappelez dans votre livre, c'est pas une spécificité parisienne. À votre avis, pourquoi ? Parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. J'ai l'impression que c'est assez dur de comparer les conditions de sécurité dans les pays d'Europe dans les transports en commun, mais qu'en France, on a quand même une petite particularité là-dessus. J'ai l'impression qu'en France, les chiffres sont plus élevés, mais en même temps, quand on regarde le nombre de voyageurs, ça reste dans l'épaisseur du trait. Nous ne sommes, nous, victimes d'agression, que les statistiques acceptables. C'est pas grave, finalement, par rapport aux millions et millions de voyageurs qu'il y a, si quelques-uns se font tuer, agresser, violer, dépouiller dans les transports. On prend ça comme presque normal. On prend ça avec un regard, je pense, froidement statistique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des gens, on ne voit pas une personne dont la vie va changer du tout au tout, qui ne pourra peut-être plus jamais travailler, qui va garder des séquelles psychologiques, dont les proches aussi vont être atteints parce qu'il y a tout le dommage collatéral de la famille et des amis ou des collègues qui portent aussi ça avec soi. Et je pense qu'on le voit comme des statistiques, notamment d'un point de vue politique. C'est mieux de déshumaniser les choses et un chiffre positif pour dire regardez finalement sur X voyageurs, il y a 0,01% de personnes qui se font agresser. C'est acceptable, tout simplement.